Eh bien, bonsoir, bonsoir à des personnes qui viendront nous rejoindre et qui ne nous rejoindront pas. Bonsoir, il est exactement 21h21 et nous sommes le 27 novembre 2021. Et donc le 27 novembre 2021, on lance un projet un nouveau séminaire qui continue le projet du séminaire Math Access, qui voulait dire Mouvement Art Technologie, et qui a eu une première saison du 27 novembre 2020 jusqu'au le 27 septembre 2021. 11 rendez-vous qui ont fait suite à un colloque sur la scénographie et la technologie. Donc, 11 rendez-vous qui ont eu lieu sur Zoom. Ça nous est apparu comme le lieu adéquat jusqu'à maintenant. Et puis, pour une deuxième saison qui n'est pas sous ma seule gouverne, qui est également un partenariat avec une chercheuse et artiste, Marie Molin, on a réfléchi à une autre forme de rendez-vous et je lui ai proposé une forme de rendez-vous un peu plus mobile. Et donc, ça sera toujours le 27, ça sera toujours 11 rendez-vous. Et donc, logiquement, on lance ce rendez-vous le 27 novembre 2021 pour 11 rendez-vous jusqu'au 27 septembre 2022. Mais au lieu que ce soit Mouvement Art Technologie at CES, qui voulait dire Centre expérimental du spectacle, qui est un projet lié avec ce scénographe historique Jacques Poliry, qui ne possède pas de mur et qui c'était sur Zoom, on a décidé de déplacer ça effectivement sous une forme d'entretien. Il n'y a rien de léger sous cette forme d'entretien qui seront en direct sur Instagram, l'endroit là où on est, avec un entretien avec une personne. Donc ce soir, c'est Ludovic Benhart qui a accepté cette première invitation, qui n'est pas des moindres, d'échanger de là où il est à un horaire qu'on a fixé ensemble. Donc pour la première, évidemment, 21h21, c'était nécessaire. Il a accepté, pourtant on est samedi soir. Et cet enregistrement va être après sur YouTube et va rejoindre les autres enregistrements de la première saison. Je rajoute peut-être une petite information sur cette deuxième saison. Cette deuxième saison, elle s'appellera toujours Mouvement Art Technologie. Donc on invite des personnes qui ont un lien avec le mouvement, l'art et la technologie. Et pour le coup, Ludovic est un artiste. Voilà. Et on n'invitera pas que des artistes, mais Ludovic est un artiste. On l'invite parce qu'il est artiste et on va parler ensemble de son travail de recherche. Et vous allez voir que le travail de recherche qu'il mène depuis de longue date passe par des formes d'écriture qui recoupent ce qui a été évoqué l'année dernière. Et cette année, donc Mouvement Art Technologie ne sera pas ADCES, Centre expérimental du spectacle, il sera Scénographie et Technologie. Donc ça participe des préparations d'un quatrième rendez-vous Scénographie et Technologie pour 2022. J'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai été très clair, mais déjà, Ludovic, moi j'appelle de Paris, on se parle depuis Paris. Tu es à Paris, tu vis à Paris, tu travailles à Paris. Oui, Nogent-sur-Marne, hein, en fait, juste à côté de Paris. Et donc, on Donc, s'est j'y dit suis. avec Ludovic qu'on allait partir sur quelque chose sans filet. Et tu vas vite comprendre, on a dit qu'on allait se tutoyer également. L'année dernière, cette date, elle a correspondu sur le premier lancement de la première saison avec le saut dans le vide, les 60 ans du saut dans le vide d'Yves Klein. Et donc, Ludovic, moi, ce que je perçois de ton travail, c'est aussi quelque chose qui me touche. De quelle manière la mémoire, l'histoire de l'art, qui est un matériau pour toi, peut prendre des formes qui traversent. Alors, mouvement art technologie, bien sûr, tu es un artiste associé avec cet environnement-là, puisque tu as été formé, on peut dire comme ça, diplômé par le Frénois. Mais il ne s'agit pas de ça. À l'heure d'aujourd'hui, tu écris. Et d'ailleurs, à Oui. l'heure d'aujourd'hui, tu viens de sortir un livre sur Fukushima. Et si on partait de là, on parle de quelque chose d'un peu radioactif. Allons-y. Comment Alors, se fait-il que quelqu'un qui vient du Frénois écrive un livre sur Fukushima? oui, alors soyons un petit peu contaminés, puisque en fait, c'est pas vraiment un livre sur Fukushima, mais c'est un livre à partir de Fukushima, dans le sens où c'est pas du tout, comment dire, une écriture qui va expliquer quoi que ce soit de Fukushima. C'est une écriture poétique qui va plutôt prendre sa source dans des visuels, hein, des images vidéo filmées par des robots qui ont été envoyés par les ingénieurs de TEPCO, de Toshiba et de tout ce complexe nucléaire après la catastrophe. Donc des robots qui ont été envoyés dans les réacteurs ou dans un réacteur en particulier, le réacteur 3 de Fukushima, de la centrale nucléaire de Fukushima. Post-catastrophe, évidemment, puisque ça s'est fait autour de l'année 2017.
enfin, sur plusieurs années, il y a eu plusieurs tests, etc. Mais bon, en fait, c'est une tentative d'écriture, donc que je dirais poétique. Bon, c'est pas un terme qui me convient, mais ou post-poétique, on peut dire aussi, à partir de ces images qui sont visibles sur le web, plus ou moins en fonction des périodes, etc. Mais il y a des images, des vidéos qui sont très post-apocalyptiques, très sombres, très granuleuses, extrêmement contaminées, des images très pauvres, qui sont assez fascinantes en fait, et qui m'ont fasciné en tant que tel. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est à partir, parce que c'est à partir de ces images que j'ai écrites. Donc c'est une écriture vraiment qui met le nez dans le visuel et surtout dans l'œil caméra, pour reprendre un petit peu la philosophie de Haroun Farroukhi, c'est-à-dire une caméra robotique, une caméra machine ou un œil machine plutôt qui va fouiller les entrailles contaminées de cette centrale. Voilà. Donc oui, le frénois, bon, en fait, moi j'ai un rapport à la technologie, à la technique qui est qui est pas du tout, comment dire, unitaire et c'est-à-dire que je peux passer d'une technique, d'un médium à une autre ou un autre sans vraiment avoir de prédilection. Bon, après, c'est vrai que je travaille beaucoup le numérique, mais je peux passer de l'écriture tout simplement au numérique et à la peinture sans avoir de complexe à ce niveau-là, euh, en fonction des périodes, en fonction de mes intérêts, etc. Donc, c'est D'ailleurs, plutôt c'est un des livre papier. Oui, C'est oui, un c'est un livre livre papier, papier. oui, 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 tout à fait. Imprimé, oui, 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 tout à Mhm. fait. Donc imprimé aux éditions Landskin et qui sort en janvier. Euh, voilà. Bizarrement, c'est quand même quelque chose qui est assez classique à l'heure d'aujourd'hui, en apparence, cette possibilité de traverser les disciplines artistiques, d'être, je dirais, inspiré, influencé par l'environnement dans lequel l'on est, les catastrophes, l'écologie, la politique, les virus. Et pourtant, je sens que chez toi, dans ton parcours, il y a quelque chose, tu as employé le mot de poétique qui ne te satisfait pas totalement, mais en tous les cas, il n'y a pas une fascination sur une esthétique particulière ou sur un langage particulier qui pourrait être le langage du code ou le langage de l'image. Il y a la volonté de rentrer dans la matière, c'est ça, traverser la matière? Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question de matière. Moi, Oui, je dirais plutôt oui, des sortes d'interfaces, d'accord, oui. de ligatures, de transferts, d'interfaçage comme ça entre des médiums Mhm. et des matériaux ou des espaces différents. C'est des connexions. Enfin, le terme connexion est à réinterroger par rapport à ça parce que je ne sais pas si c'est des connexions ou des rapports, mais c'est plutôt dans Mhm. l'interface que je me situe. Pas Ok, vraiment la matière en oui, tant que oui. telle. Ouais, ouais. En tous les cas, on s'est dit que c'était pas préparé et en fait, on découvre, on est dans la découverte. Alors, c'est vrai que je suis psychanalyste, donc qu'est-ce que fait un psychanalyste? Il ne s'agit pas de psychanalyse et de dire tout ce qui nous passe par la tête, mais j'ai aussi un rapport avec la scénographie, avec une certaine scénographie qui est la scénographie dite polyrienne, dont, à mon avis, il y a quelque chose à comprendre d'autre que simplement le décor de théâtre, qu'il soit numérique ou pas numérique, qu'il soit du film ou pas du film. C'est pas décoratif. Et peut-être que ça, il y a quelque chose. Quand j'évoquais matière, c'est que je crois savoir que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est de l'ordre de la topographie, on peut dire ça comme ça, ou des données géographiques. Donc il y a une histoire de parcours. Cette interface, elle est de créer un nouveau parcours. Euh, Nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer de circuler, ça c'est sûr. C'est de la circulation. C'est intéressant cette idée de confronter la scénographie, la psychanalyse pour ce qui est de ta pratique, et l'art aussi pour ce qui est de ta pratique ou tes pratiques. Mhm. Il me semble que c'est un aspect un petit peu réticulaire qu'on peut revendiquer maintenant plus facilement qu'avant. Moi, c'est venu, comment dire, assez pas naturellement, mais en fait, voilà, je me dis pas peintre ou graphiste ou photographe. D'ailleurs, je fais très peu de photographie, donc c'est pas la question. Ou écrivain. Enfin, il y a une sorte de circulation comme ça qui pourrait être un peu une
forme d'amateurisme aussi que je revendique, un peu d'amateurisme euh, évidemment dans le sens noble du terme, Mhm. euh, qui me permet voilà d'avoir un aspect un petit peu réticulaire, je dirais. Voilà. Alors, est-ce que c'est une circulation? Oui, c'est une circulation. Et c'est vrai que dans ce livre en particulier, il y a de la circulation, il y a de l'espace, il y a de l'influence aussi un peu de Rob Grillet, même si Rob Grillet, c'est quand même assez daté. Il y a aussi cette possibilité d'explorer des géographies Mhm. spatiales par l'écriture. Et je crois que Fukushima, la catastrophe de Fukushima, c'est justement des zones impraticables à l'homme qu'on ne peut pas explorer, qu'on ne peut plus explorer, qui sont interdites, hein, tout simplement, à l'humain. Et donc là, c'est une circulation avec des prothèses robotiques, quoi, d'une certaine manière, des extensions robotiques qui nous permettent euh, d'avoir cette possibilité de glisser un œil dans ce qu'on ne peut pas voir, quoi, d'une certaine manière. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais il y a plusieurs Il n'y types de avait pas vraiment de circulation question, il y a possibles. surtout un entretien. C'est comme ça que, enfin, Mhm. c'est toujours difficile de dire non, non, c'est pas vraiment ça, mais c'est ça. Non, mais l'idée, c'est de se rencontrer à un moment donné, on se fixe, on s'appelle, on est beaucoup plus décontracté. C'est à ce moment-là où on est totalement contracté. Mais sur ces éléments d'interface entre contracté, décontracté, il y a une fascination chez toi sur la catastrophe ou c'est une quête d'images inédites, de choses, parce que tu as parlé de choses voilà, l'homme ne peut pas y aller. Donc c'est planète interdite. Et dans Oui, ta navigation, je où est-ce crois que que ce- c'est non, la catastrophe. Bon, c'est peut-être une. Il y a plusieurs choses, hein, on pourrait en parler certainement des heures. Mais la bien sûr. catastrophe, bon, il y a évidemment Virilio, sa fascination pour les catastrophes et la technique, le rapport carrément euh, quasiment ontologique des technologies modernes et actuelles avec la catastrophe. Il y a évidemment Jean-Luc Nancy, L'équivalence des catastrophes, très grand livre hein, que Excellent, j'ai effectivement. vraiment excellent sur le rapport sur les interconnexions, la valeur, les équivalences, les systèmes d'équivalence qui sont presque même la catastrophe même que nous vivons actuellement. Bon, il faudrait rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est l'équivalence pour lui, mais c'est des rapports d'identité à identité, quoi. L'identique est un peu partout, d'une certaine manière, entre tous les éléments, par des interconnexions généralisées. Et pour lui, pour Jean-Luc Nancy, c'est une forme de catastrophe, puisque en fait, ça évacue l'altérité et le rapport à l'autre, d'une certaine manière. Et Fukushima, pour lui, est cette preuve ou encore cette confirmation que on vit cette double catastrophe, et nucléaire et technologique, en effet, et aussi relationnelle. Hein. Après, il y a voilà, la catastrophe, plus ça peut être de l'ordre de la fascination pas subjective et intime, évidemment. Mais alors cette catastrophe, est-ce que c'est une catastrophe dans ton parcours d'artiste, une pièce parmi tant d'autres, ou c'est une pièce qui fait sens, obligatoirement elle fait sens, mais le sens de, elle s'inscrit dans une direction, dans une navigation, parce que tu as un travail d'artiste qui ne date pas d'hier, il y a un ensemble d'œuvres. Sur ton site internet, dont tu peux donner le titre aussi, parce que c'est pas mal aussi que les gens puissent visiter, même si ça reste une interface pauvre, on va dire, parce que tu crées des installations, des environnements, tu crées des Mhm. dispositifs dans des galeries, dans des espaces. Et donc là, voilà, on en est, ce qui moi m'intéresse dans cette fameuse scénographie polarienne, mais en tout cas, non pas de quelque chose de théâtralité, ça c'est pas ça, mais ces interfaces, elles prennent forme dans des moments figés. Un livre papier, voilà, tu as employé le mot d'impression. Quand j'ai dit le livre papier, tu as bien mis le mot impression, et ça c'est important, voilà. Et donc il y a des moments où il y a une rencontre qui se fait, et tu décides effectivement. Là récemment, tu viens de monter une exposition, et cette Ouais. exposition, elle prend la forme de visuels, de narration, de lumière, de différents médiums, c'est ça. Et ça, c'est Mhm. quand même quelque chose qui, en apparence, est commun dans les artistes contemporains, liés ou pas avec les nouvelles technologies. Mais j'ai senti chez toi, peut-être de par ton parcours, qu'effectivement, ce que tu appelles interfaçage, en tous les cas, moi que j'ai amené sur navigation, parcours, il y a de ça. Hein. Il y a une écriture qui emploie plusieurs médiums, mais dont l'objectif est quand même de trouver une forme qui s'inscrit quelque part. Le livre papier dit autre chose que simplement ce qu'il y a, les mots. Voilà.
dans ce livre pour Fukushima. Et dans la Mhm. dernière installation que tu as faite, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, il y a de ça aussi un petit peu. Non? Ou je me trompe? Je n'ai pas vu l'exposition, donc il y a ça aussi. Oui, On est bah, aussi c'est dans... une exposition, donc c'est une exposition qui vient de finir il y a 2 semaines, je crois, à Istanbul, Galerie Sanatorium, qui est une galerie bon, assez intéressante dans la scène de l'art contemporain turc, et istambouliote, très active, très engagée. Donc c'est une exposition en effet qui s'appelle Gaming Room, hein, donc la salle de jeu, euh, qui en fait est axée, on va dire, à la fois sur des manipulations de signes et d'informations ou de data qui sont liées à un univers géopolitique, cartographique, en effet, avec beaucoup de représentations cartographiques, en partie avec en fait une œuvre et une sorte de contre-manipulation de data qui ont été créées par la CIA récemment pour créer un jeu afin d'entraîner les agents de la CIA. Voilà, un jeu, on va dire, pédagogique, un jeu d'entraînement, un jeu impérialiste évidemment, puisque c'est la CIA, mais un jeu qui est un jeu, voilà, comme n'importe quel jeu, ça pourrait être le Monopoly, Risk ou autre jeu plus actuel. Un jeu de plateau, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de prendre comme matière première, hein, on va prendre graphiques, qui sont liés aussi au design graphique, Mhm. euh, et de les manipuler à ma manière, c'est-à-dire de refaire un petit peu le monde de la CIA, mais à ma manière, c'est-à-dire en contre-manipulant et en manipulant les manipulateurs, enfin, d'une certaine manière. Mais évidemment, c'est une manipulation purement esthétique, graphique, cartographique, etc., qui en fait en gigantesque, qui devient un gigantesque plateau de jeu de 8 mètres sur 3, qui devient presque poétique, puisqu'il y a des mélanges, des mixages entre poésie et cette, on va dire, cette cartographie globale imaginée et inventée idéologiquement par la CIA. Voilà. Évidemment, ça vient, enfin évidemment, non, c'est évident pour moi parce que je travaille dessus, mais c'est une sorte de continuation et de clin d'œil à Odvin Fallström, Mhm. qui est un artiste suédois qui a travaillé à New York dans les années 60 et 70, Mhm. qui est mort assez jeune d'ailleurs et qui a exploré et explosé les médiums à cette époque autour de la cartographie et des manipulations des codes idéologiques et impérialistes de l'époque. Donc il y a Alors, pas mal de références à Fallström. Mm. oui, c'est d'ailleurs un travail de recherche, je crois que tu mènes avec l'université dans ce sens-là, mais là, on va parler beaucoup plus de l'artiste. Ça fait combien de pièces? Vous avez combien de Dans, pièces? dans l'exposition, Pas dans euh, l'exposition, mais en tout, parce que les pièces ont des titres aussi. Donc là, tu viens de nous parler effectivement de cette pièce qui était présentée à Istanbul. Voilà. mhm. Il y a différentes pièces. Quand on va sur ton site internet, on voit, mais j'étais assez impressionné. Il y a une vingtaine de pièces, 25. Il y a quand Oui, même une volonté. Voilà. je les ai pas comptés, mais il y en a pas mal, oui, 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 oui. Et donc, à chaque fois, Chronologiquement, il y a un fil conducteur de la déconstruction. Alors, on va pas faire la déconstruction au sens déridien, mais la déconstruction simplement dans le. Bah, de comment se réapproprie les codes. Voilà. Comment on déconstruit les codes, comment on en reconstruit d'autres, comment tu crées ta forme qui t'appartient, en fait. Voilà, c'est ça, comme artiste, c'est mhm, ça qui nous intéresse en tant qu'artiste. Il y a une mhm, mhm. signature, un parcours, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la signature, mais qui n'est pas la signature au bas d'un tableau. Hein, qui est ton parcours et ta réflexion qui se déplient comme ça dans l'espace et dans le temps. Et tu vois un fil conducteur par rapport à ces codes qui sont réappropriés, on peut dire réappropriés, peut-être, Il y à a travers plusieurs, différentes. il y a plusieurs périodes en fait de réappropriation des codes. Mais en effet, c'est vraiment des manipulations, donc des réappropriations. Donc il n'y a pas de signature à la base. La signature, c'est par exemple, je ne sais pas, un packaging de boîtes de médicaments, par exemple. Mhm, Ça peut être mhm, une signature détournée. Ça peut mhm. être un panneau de signalisation gravé sur de l'aluminium avec une cartographie.
Ça peut être, par exemple, quand j'étais à Istanbul, parce que j'ai vécu à Istanbul pas mal d'années, j'étais très intéressé, évidemment, puisque concerné géographiquement par les guerres frontalières syriennes, etc. Et puis les crises aussi politiques de la Turquie. Mhm. Et par la question des frontières, donc je regardais un site qui existe toujours, qui s'appelle Live You Map, je crois, et qui localise en direct toutes les guerres, tous les conflits dans le monde, mais un peu plus quand même dans certains pays qui sont très critiques au niveau de ces crises-là, et toutes les codifications graphiques utilisées pour relater ce qui se passe. Alors ça passe par la cartographie, les symboles, les textes, et puis une espèce de flux d'images YouTube, de vidéos, de photos, etc., qui tournent en direct ou plus ou moins en direct en fonction des événements. En fait, c'est un site aussi voilà, c'était aussi une matière de regardeur que je regardais pour m'informer, et ça a aussi nourri mes manipulations graphiques et voilà. Donc après, il y a eu plusieurs, comment dire, signatures. Je dirais pas signatures, mais il y a eu plusieurs intérêts autour de ça. Oui. Ouais, ouais. Les codes, la signalétique, le message. Alors, le spectateur dans tout ça, parce que tu as dit que tu étais presque un spectateur devant ce site que tu t'es réapproprié pour en faire une œuvre. On peut parler d'œuvre au sens large, peut-être. Mhm. En tous les cas, en tant qu'artiste, on va s'en tenir là. On ne peut pas tout aborder comme ça, un dialogue au téléphone. Mais c'est ça qui est sympathique, c'est-à-dire l'accident. Voilà. Il y a des accidents qui sont plus ou moins radioactifs et la vie fait partie de choses de l'ordre de l'accident. Et il y a de ça, de quelle manière on peut se réapproprier des choses qui nous échappent. C'est un peu ça qui t'anime, de quelle manière on peut croiser là pour le coup des événements géopolitiques, mais dans d'autres choses, il y a une pièce qui a un clin d'œil à Freud. Alors là, c'est du pain béni pour moi, mais on va pas déplier ou de présenter toutes tes œuvres, mais j'espère que j'aurai l'occasion, Malaise. pourquoi pas de la, voilà, de Malaise la. dans la civilisation. Oui, mais quel est à un moment donné, tu t'es dit, bon, ok, tu as eu un parcours professionnel et à un moment donné, une naissance, tu es un jeune artiste qui est pas si jeune que ça, mais il y a eu un déclic à un moment donné où tu dis, voilà, là j'ai envie de faire des formes qui ont à voir avec l'histoire de l'art et l'art. L'histoire de l'art, je ne sais pas. Je sais pas. En Oui, fait, j'ai un rapport à l'histoire un peu compliqué. oui, Euh, j'aborde pas de front ces questions-là d'histoire, de mémoire, d'archives. mhm, Et c'est des choses j'ai besoin d'une certaine distance, qui me vient peut-être d'une certaine. Enfin, je parle de l'histoire plus que de l'histoire de l'art, mais qui me vient peut-être aussi d'une influence de l'art conceptuel à tout rendre abstrait, détaché du réel, et de travailler autour de l'idée, même si finalement c'est pas tant l'idée qui prime dans l'art conceptuel, mais une nouvelle sensibilité à l'époque en tout cas. J'ai toujours eu une sorte de difficulté à m'inscrire dans l'histoire et l'histoire de l'art, bon, aussi d'une certaine façon. Par contre, il est vrai qu'il y a des événements comme historiques, dont un en particulier, qui est la révolution des esclaves à Haïti, Saint-Domingue, en mhm. 1793 jusqu'en 1803, qui a abouti à la création de la République de Haïti, qui m'a extrêmement concerné et motivé dans l'élaboration d'une œuvre ludique d'ailleurs, qui est un faux jeu, quoi, un jeu de plateau autour de cette révolution-là, de cette révolte qui a été un moment phare dans l'histoire de l'humanité et puis dans l'histoire aussi de France et des colonies françaises, puisque c'est une Bien sûr. révolte, une des premières grandes révoltes modernes contre les empires coloniaux qui a réussi, hein, qui a abouti à la création d'une république. Donc, Euh, tu portes un désir de liberté. à la fois sans être dans une sorte d'exaltation post-coloniale etc., puisque je pense qu'il y en a qui le font mieux que moi et c'est pas trop mon propos. Euh,
c'est plus des rapports, on va dire, de, de pions, Oui. de manipulation d'objets, Hmm. de manipulation d'informations, de personnages, de noms aussi, puisqu'il y a des noms dans des noms propres, hein, dans cette révolte qui sont excessivement importants, euh, et de jouer avec ça. Et, voilà. Et évidemment, oui, ce désir de liberté quand même assez énorme, mais bon, avec aussi tout ce que ça implique dans l'histoire de Haïti, bon, que je connais pas bien, mais on voit très bien que la création de la République n'a pas créé un pays aujourd'hui, enfin, c'est un pays qui traverse des crises Hmm. dramatiques, donc très difficiles pour des raisons historiques et puis de néocolonialisme aussi évident. Voilà. Mhm. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui me travaille en ce moment. Mhm. C'est important parce qu'on se parle en ce moment, on est le 27 novembre 2021, et c'est ça que je trouve intéressant et de lancer, c'est-à-dire c'est un dialogue, un entretien, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire qu'on est vivant. Il y a quand même de l'ordre de la vie, même si on est parti sur cet ouvrage qui va être disponible en papier, parce que c'est un livre, mais il y a aussi une volonté de s'adresser à des personnes vivantes. Donc il n'y a pas un travail qui est totalement tourné sur soi. Lorsque tu fais des pièces, on va appeler pièces, ou des installations, ou des œuvres, tu t'adresses aussi à un lecteur, un spectateur. Il y a une volonté de toucher l'autre. Alors ça, c'est la question de la distance, de l'écart Mhm. et de la proximité d'une certaine façon touchée, hein, on pourrait dire au sens premier du terme, mais aussi touché émotionnellement. Moi, j'ai plutôt un rapport de distance avec les choses, même avec les faits. C'est pour ça, même Oui. les faits historiques, pour moi, sont très distants d'une certaine manière, même si on les vit. Un fait, c'est aussi une médiation, hein, toujours. Enfin, toujours. C'est souvent une médiation. Alors, il y a tout Mhm. type de médiation. Il y a des médiations qui sont de l'ordre de la censure, il y a des médiations qui sont de l'ordre de la reconstruction d'une mémoire. Le fait brut et pur n'existe pas, ou existe, mais difficilement purement, avec pureté. Moi, j'ai une sorte oui, de distance qui fait que mes œuvres sont des fois perçues comme peu généreuses. Je vais le dire franchement. Mhm. Euh, mais il y a aussi ce sens de l'accident, en effet, de la catastrophe, qui fait que c'est des œuvres brûlantes aussi, d'une certaine manière, qui touchent. Donc il y a un paradoxe que je travaille un peu inconsciemment, mais que je découvre aussi moi-même certainement avec le temps, entre ces deux éléments de distance et d'hyper proximité. Voilà. Est-ce qu'il y a une musique en particulier qui t'influence? Ou une musique qu'on pourrait citer comme ça? Une chanson, un groupe ou quelque chose qui aurait pu t'influencer ou qui t'accompagne? J'ai un genre musical que je qui m'accompagne dans l'écriture en particulier. Bon, c'est l'ambiante, Mhm. drone ambiante, Doom, etc. J'ai fait une collaboration pour une vidéo, la création d'une vidéo très récemment avec une musicienne électronique qui est dans l'ambiance, dans la drone et la noise électronique, qui s'appelle Chaosmos, certainement Mhm. une référence à Guattari, Je euh, pense, certainement. j'imagine. Mhm. C'est Chaosmos avec un K Mhm. et qui est une très bonne musicienne turque d'Istanbul, hein. Très jeune d'ailleurs, qui doit avoir 25 ou 30 ans. Et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais oui, ce type de musique m'influence énormément. Oui. Mhm. Est-ce qu'on peut dévoiler un projet sur lequel tu travailles à part ce livre dont j'ai pu entendre une lecture, puisqu'il y a une lecture qui a été faite d'extraits du livre Fukushima, mais il y a Oui. un projet sur lequel tu travailles actuellement en particulier, qui peut être Euh, dit ou dévoilé ou simplement oui, oui, suggéré. il y a rien de secret. Il y a un projet, c'est l'écriture la continuation de l'écriture d'un texte qui s'appelle Décor à réactiver, décor comme décoration, hein, pas comme un corps, mais Mhm. décor comme décoration, Mhm. donc décor à réactiver, dont un extrait a été publié en 2021 dans la revue New York. Mhm.
New York numéro 24, donc en avril, je crois, 2021. Mhm. C'est une revue en fait de poésie contemporaine qui est tenue dirigée par Jean-Marie Glaise. Tout à fait, bien Euh, sûr. Mhm. et donc j'ai un projet en 2022 surtout en fait. Actuellement, on est surtout en 2022 de finir ce texte, décor à réactiver. Ça rejoint l'idée de la scénographie, même décor et scénographie, c'est très différent. Mhm. Et là, c'est de l'ordre du spectacle, on va dire. C'est des décors qui sont liés aux réseaux sociaux, à l'image Internet, à cette possibilité de circuler dans ces masses d'images et d'en faire des micro-récits très monstrueux, très hybrides, très déstructurés, décomposés, mais à la fois qui créent une sorte de créature un peu, euh, un peu virale, un peu comme ce monstre Internet peut l'être, mais en tout cas de créer des micro-créatures comme ça. Euh, euh, voilà. Donc voilà, c'est mon projet pour 2022. Mhm. C'est ce projet pour lequel tu es en résidence en région Île-de-France? Tout à fait. Ok, Tout à fait. génial, génial. Ludovic, on s'est pas dit grand-chose, si ce n'est que moi, je te remercie d'avoir accepté de se dire, tiens, on peut s'appeler par Instagram, et puis c'est beaucoup plus sympa que Zoom, et ça dure moins longtemps, mais surtout, est-ce que ça va susciter l'idée de personnes de prendre contact avec toi, de visiter ton site internet, de lire ton livre, sans pour autant que ça soit de la promotion capitaliste ou impérialiste, puisque le mot a été évoqué. Donc, on tente quelque chose où il faut savoir sortir des écrans. Et là, tu nous as parlé de quelle manière, toi, il y a certains écrans qui te réapproprié les informations géopolitiques ou d'autres choses dans tes installations et dans tes œuvres. Ce que je te propose, c'est avant de se dire au revoir, est-ce que toi, tu as une question par rapport à là maintenant ou ce que tu ressens? Euh, Plutôt par rapport à cette thématique de scénographie, j'aurais bien voulu Ah, hmm, que tu hmm, nous en dises un peu plus, puisque c'est hmm, un terme en fait qui est assez nouveau pour moi. C'est toi hmm, hmm, qui hmm. m'as informé de ce thème Oui. qui t'est cher. Et qu'est-ce que tu peux en dire, toi, euh, par rapport à tes Ben, pratiques? oui, on peut dire que si on regarde ce qu'on appelle scénographie à l'heure d'aujourd'hui, quelle que soit l'utilisation des techniques, qu'elles soient low-tech ou high-tech, l'histoire qui amène à faire en sorte que ce mot soit rentré dans un lieu commun, parce que c'est un mot maintenant qui est totalement acquis. Il y a une vingtaine d'années, c'était un mot qui n'était pas totalement acquis. Quand on regarde un peu sa source, elle vient d'une forme d'histoire de l'abstraction. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de matériaux, mais en fait, il s'agit d'une composition, d'un parcours, de quelle manière on sort des cadres, on sort du tableau, et de quelle manière, à un moment donné, cette chose qui peut prendre une forme visuelle, textuelle, sonore, lumineuse, de mots, elle fait surface et elle est, je dirais, liée avec la vie. C'est-à-dire c'est un souffle qui est vivant et qui est... J'aime pas employer le mot temps réel parce que c'est pas de ça dont il s'agit et donc qui dépasse aussi les murs habituels. Donc traverser les disciplines, c'est assez courant et à l'heure d'aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'intéresse. De quelle manière, rétroactivement, une histoire de l'abstraction nous permet de... Alors l'abstraction au sens large, l'abstraction qui va jusqu'à l'art conceptuel, dont tu as parlé et qui t'influence, tu vois. Et donc ce n'est pas un rapport esthétique, c'est un rapport effectivement d'interface et de quelle manière on connecte des éléments pour que ça puisse faire sens, au moins pour une personne qu'on va dire artiste, ou tu as évoqué Jean-Luc Nancy, on va dire philosophe, de quelle manière on interconnecte des concepts, des mots, pour que puisse émerger autre chose. Donc il y a une espèce de transmission, de réappropriation de quelque chose qui est peut-être mort, parce qu'une fois que c'est sur le net, ou peut-être qu'une fois que c'est en image, c'est mort, et de quelle manière on transforme ça et que ça donne encore de la vie, ou que c'est une espèce de relais. Et c'est un peu peut-être là-dessus que la scénographie, en tous les cas, l'art peut avoir un sens à l'heure d'aujourd'hui, de quelle manière on transmet un souffle. Et ce que tu appelais poétique, qui n'est pas simplement un lien avec le fait de publier dans une revue de poésie, parce qu'il y a d'autres poètes qui ont des pratiques ou qu'on pourrait rapprocher, mais en ce qui te concerne, dans ce que j'entends, il y a cette volonté de transmission d'un souffle, de quelque chose qui ouvre et qui permet aux autres de se réapproprier sous une forme d'expérience qui n'est pas simplement cognitif,
dans le sens où on comprend le sens des mots, ou simplement esthétique, avec une combinaison visuelle qui est plus ou moins proche en fonction de sa sensibilité. Tu as dit que ton œuvre n'était pas généreuse. Moi, je pense qu'elle est très généreuse, mais ça dépend des sensibilités des uns et des autres. Et donc, on est par-delà les disciplines et par-delà le temps présent. Et dans la situation présente, on utilise les technologies. Et le fait de se parler comme ça, de manière ouverte, comme un entretien, sans que ça soit vraiment un entretien, c'est aussi une manière de se dire, est-ce qu'il peut y avoir une dimension. On ne va pas parler de relations, de relationnel, mais on va parler simplement de tisser quelque chose, peut-être comme certains esclaves ont voulu le faire à Haïti, de tisser quelque chose qui nous permet d'être reliés, et pas simplement d'être reliés à travers un écran ou d'être reliés. Donc pourquoi pas un jour on parlera de scénographie télépathique, mais là je ne vais pas développer tous mes projets secrets parce que la CIA nous écoute pour faire lien avec le début. Mais tu as évoqué surtout dans ton travail une mise en jeu, voilà. Et je ne sais pas s'il faut dire que tu as un travail de mise en jeu. En tous les cas, je le trouve assez passionnant parce que premièrement, déjà, il traverse, et c'est pas si courant que ça, des choses qui me semblent essentielles pour aujourd'hui, voilà, et qui viennent aussi de différents courants qui me portent encore. Et le fait que tu sois en résidence d'écriture en Île-de-France, comme tu l'as évoqué, sur ce projet-là, et cette écriture-là n'est pas la même écriture que l'on a souvent l'habitude d'entendre comme nouvelles écritures qui ne sont pas spécialement nouvelles. Voilà. Et ça, je trouve assez passionnant parce que tu réussis à nous y conduire. Ça donne envie de lire l'ouvrage dont tu as parlé, ça donne envie de voir cette installation qui vient de se clôturer à Istanbul. Donc il y a aussi cette histoire de désir. Et ça, c'est pas pour faire psychanalyste lacanien. Il y a cette dimension qu'à un moment donné, oui, lorsque Kandinsky écrit quelque chose il y a plus d'un siècle, qui est à la fois de la poésie de plusieurs couleurs, sonorité jaune, sonorité verte, sonorité noire, il s'agit à la fois de peinture, de spectacle, de rituel. Et donc tout ça est à la fois connu, mais malheureusement, plus les gens le connaissent et plus ils s'en éloignent. Et donc j'aime beaucoup cet aspect que tu as donné de toi avec beaucoup d'humilité et de distanciation. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, plus on est distant et plus on est proche. En tous les cas, l'idée de se parler comme ça plutôt que d'être sous une forme Zoom, je ne sais pas si on y arrivera. Et donc, on verra ce qu'on donne ou pas de cet entretien. Mais moi, je suis enchanté que tu aies accepté parce que si je t'ai fait cette proposition, c'est pas pour rien. Voilà. Je sens dans ton travail qu'il y a quelque chose qui participe d'une énergie autre et qui traverse effectivement les frontières, sans pour autant les mettre de côté. Merci beaucoup, Franck, pour cette invitation très stimulante. Bon, écoute, si on a pu faire des choses stimulantes, c'est parfait. Moi, je bois un verre de vin. Voilà. J'espère que tu passeras une bonne soirée. Et puis, on va renouveler 11 entretiens, sauf si on décide que celui-ci ne te convient pas, et moi non plus, mais j'en doute. Et c'est une manière d'ouvrir, et d'ouvrir dans la découverte et dans les choses. On va retenir de ce soir, même si tu penses que ton travail n'est pas généreux, je le trouve très stimulant également. Et donc, Ludovic, merci. Bon Merci à toi. travail. Et puis, en fait, puisque vous êtes, Frédéric, en résidence à Île-de-France et qu'on n'est pas très loin, j'espère qu'on aura l'occasion soit d'écouter des lectures de ton ouvrage, soit de voir des installations à Paris ou ailleurs. Voilà. Portez-vous Merci, bien, Franck. porte-toi bien et merci beaucoup pour cet échange informel, impromptu, qui lance une série que j'espère de 11 rendez-vous chaque mois, le 27, et qu'on va retrouver en archive sur la chaîne YouTube où il y a déjà les 11 rendez-vous précédents sous une autre forme. Il faut trouver quelque chose d'un peu plus léger dans ce monde de beaucoup de pesanteur. Et dans ton travail, cette pesanteur, tu sais en faire quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, c'est ce que j'ai cru entendre et ça, c'est moi qui te remercie. Voilà, à très bientôt Ludovic. À bientôt, Franck. Bye bye. Au revoir. Bye.